Bonjour, moi c'est Rosine Duquesne, Kamagaju. On est ici à Autisme Rwanda. Aujourd'hui, nous vous amenons à une invitée qui vient de France. Elle va se présenter. Merci. Bonjour, je suis Véronique Baranco, je viens effectivement de France. Je suis une personne avec autisme et mon fils est également autiste. Voilà. Donc, nous allons passer un petit moment ensemble. Véronique va nous partager ses expériences et je pense qu'on va beaucoup apprendre. Et merci d'être avec nous et de suivre notre YouTube pour continuer à sensibiliser sur l'autisme. Véronique, merci d'être là. Merci vraiment de nous avoir visités. Merci à Edmond aussi, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Il est en train de visiter le Rwanda. Je voulais savoir vraiment pourquoi vous êtes venu ici à Autisme Rwanda. Pour vous découvrir, Géa et Saravan, qui est médecin expert de l'autisme, nous a beaucoup parlé d'Autisme Rwanda et on voulait découvrir l'association, l'école, tout ce que vous faites et je suis enchantée. Merci, c'est gentil. Et vous nous avez dit que vous êtes concerné par l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quel niveau? Vous avez un enfant. Oui. Quelle est l'expérience et quel âge il a? Mon fils a 40 ans aujourd'hui. Il a été diagnostiqué tardivement. Mais tout petit, je me suis rendu compte qu'il apprenait en regardant. Il a marché, parlait très très tard. Il avait des attitudes qui étaient hors normes, enfin très bizarres, qui pouvaient paraître très bizarres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il apprenait par le regard. Donc j'ai créé des pictogrammes pour qu'il puisse apprendre. Ça a été très très long, mais petit à petit, il a pu apprendre. Aujourd'hui, ce qui reste, qui sont vraiment très compliquées encore, ce sont toutes les rigidités qui se sont mises en place au fil des ans. Et on travaille là aujourd'hui, il est avec son éducatrice et il travaille notamment sur les imprévus, les rigidités qui persistent pour aller aujourd'hui vers l'autonomie et un emploi. D'accord. Donc vous dites qu'il a 40 ans et le parcours jusqu'à 40 ans, est-ce que vous pouvez nous dire des moments qui ont été très compliqués dans votre vie avec votre enfant? Parce qu'il y a des parents qui croient que peut-être c'est juste ici en Afrique c'est dur. Est-ce que comment ça se passe en Europe, dans votre pays? En France, c'était très compliqué à l'époque. Aujourd'hui, on en parle plus facilement de l'autisme. Mais ça reste encore, soit on pense que c'est malheureusement la faute de la maman ou du papa, malheureusement par rapport à tout ce qui est tracté par les psychanalystes. Mais ça change, les regards changent aujourd'hui. Les enfants sont quand même mieux accompagnés. Par rapport à mon garçon, l'expérience que je peux avoir, les moments qui ont été très difficiles, ça a été sa petite enfance. Après l'école, l'acceptation de ses différences. Avec des instituteurs, des enseignants, ça s'est très bien passé. Avec d'autres, surtout le CP, le groupe préparatoire, je ne sais pas quel... c'est à 6 ans, je ne sais pas à quoi ça correspond ici. Était très compliqué. L'enseignante ne comprenait pas, il avait plein de moyens où il avait besoin de stimuli. Et lui, pour se donner le courage, avait... Pour lire, par exemple, il faisait des comme ça. Et elle ne supportait pas. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés avec cette institutrice qui ont été longues à régulariser. Mais bon, ça s'est finalement bien terminé puisqu'il a changé de classe. J'ai demandé qu'il change de classe avec une autre enseignante. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Voilà, ça a été une période compliquée. Après, avec ses frères, il y a eu des moments aussi difficiles parce que ses frères ne comprenaient pas forcément. Donc, il y a eu un peu de violence, on va dire, entre eux. Après, lui avait de grosses difficultés avec les autres. Là, je les regardais jouer dans la cour, tous. C'était
Moi, ça me remplit de joie de voir des enfants jouer comme ça. Lui, non, il était dans un petit coin, il était très solitaire, il était isolé. C'était très compliqué pour lui d'aller vers les autres. Et donc, il avait des moments de violence. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas l'autisme à l'école. Et ailleurs, d'ailleurs. Et petit à petit, en l'accompagnant comme je pouvais, parce que les professionnels à l'époque n'étaient pas formés à l'autisme, ça s'est quand même régularisé jusqu'à qu'il rentre au collège. Le collège, chez nous, c'est 11 ans. Et il a connu le harcèlement des autres enfants. Donc ça a été encore une période très compliquée, le collège. La violence aussi, parce que le soir, comme il intériorisait tout, le soir à la maison, il était très violent. Donc ça a été des moments compliqués et de façon d'arriver à le calmer. À l'époque, moi, je ne savais pas qu'il était autiste, mais je le pensais, parce qu'on n'avait pas, j'ai demandé à plusieurs dits professionnels, je dis bien dits, parce que pour moi, ce n'étaient pas des gens compétents. Et s'il pouvait avoir une forme d'autisme, à chaque fois on me disait non. Non parce qu'il regardait, non parce qu'il n'avait pas une attitude dite d'enfant autiste. Je ne sais pas sur quoi il se basait, mais mon fils a été diagnostiqué, il est bien autiste. En fait, sans le savoir, très vite j'ai mis des choses en place, sans savoir qu'il était autiste. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez vous-même suivi votre enfance et on comprend comment ça se passait pendant sa scolarité. Est-ce que vous avez pu travailler, vous avez pu donc suivre votre enfant et travailler en même temps? Non. Pendant des années, j'étais obligée d'arrêter de travailler parce qu'il avait besoin d'un accompagnement et le papa ne supportait pas mon fils, son fils. Pas mon fils, je dis mon fils parce que voilà. Mais son papa ne le supportait pas parce que Raphaël criait énormément. Il ne parlait pas, il criait. Le langage est venu vers 5 ans. Il a commencé à parler, enfin à dire des mots. Et donc très vite, je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Enfin, il n'était jamais à la maison, il le fuyait en fait. Il ne le supportait pas. Jusqu'au jour où j'ai dit au père de mes enfants de partir. Parce qu'en rentrant de chez l'orthophoniste, Raphaël était suivi chez l'orthophoniste, mon fils s'est raidi et j'ai vu une attitude qui m'a profondément dérangée. C'est-à-dire qu'il était, on va dire, joyeux, j'étais avec ses frères, et il a vu la maison, il a vu l'appartement, il a vu la lumière, et il s'est raidi. Et là, j'ai compris que, en fait, mon fils n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Et ça m'a tellement choquée, remuée, que je me suis dit que c'était plus possible de continuer à vivre avec cet homme qui malmenait finalement mon fils. Donc j'ai demandé à son père de partir. Voilà. Ça a été des moments très difficiles pour vous et pour l'enfant aussi. Je comprends parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer, mais le fait que vous soyez là, vous l'avez aidé en fait. Bien sûr, vous l'avez beaucoup aidé parce que vous comprenez l'enfant, vous le connaissez très bien. Est-ce que les frères et sœurs, les frères, comment eux ils réagissaient dans ces moments? Parce que je pense que l'enfant vous prenait tout le temps. Oui, beaucoup, parce que Raphaël est autiste, il est aussi atteint de mucoviscidose. On a découvert qu'il était atteint de mucoviscidose, il avait 11 ans. Et c'était des périodes très très compliquées. Il y a eu de grands moments d'hospitalisation. Donc ses frères comprenaient. Il y a eu des moments compliqués parce qu'ils ne supportaient pas ses rigidités. Mais en même temps, ils étaient aussi, ils aimaient leurs frères. Et j'ai fait attention qu'ils soient toujours une unité. Toujours que ça existe, cette unité. Alors oui, il y a eu des moments de jalousie parce qu'ils me disaient oui, de toute façon, il n'y en a toujours que pour Raphaël. Mais à chaque fois, je leur expliquais que le plus vulnérable, c'était lui. Alors oui, ils m'ont dit aussi qu'ils avaient envie d'être clonés, que je sois clonée, d'avoir une deuxième maman en fait. Et
Ça a été des moments très compliqués pour moi, humainement, et en tant que maman, mais c'était lui. Je vais pleurer. Ouais, c'est normal, vraiment. Ouais. Merci. Merci de nous partager ces moments qui sont très intimes et très... C'est des souvenirs qui sont très, très, très douloureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui passent ces moments. Et oui. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont soudés. Ils sont soudés. Ils ont compris. Oui. Ils ont compris. Oui, ils ont compris. Et puis même, ils viennent chercher leurs frères. Ils passent des moments entre frères, où moi, je ne suis pas là. Ça, c'est grâce à vous, parce que vous avez fait ce travail. Et donc, vous m'avez dit qu'il a eu son diagnostic un peu tard. C'est à quel âge il a eu son diagnostic? Il était adulte, il avait une vingtaine d'années. Mais en fait, ça n'a pas été une surprise pour moi. Pour moi, il était autiste, c'était évident. Parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché, parce que j'ai rencontré des personnes jusqu'à qu'il puisse être diagnostiqué. Et ça n'a pas été une surprise pour moi, c'était un soulagement. Enfin, j'avais un mot sur son attitude. Et même lui, ça a été compliqué pour lui au début de l'accepter. Mais il a pu mettre un mot, il a pu dans sa tête et dans savoir qu'il n'était pas fou, qu'en fait il était normal, il était comme tout le monde. Donc à 20 ans, il a son diagnostic, vous êtes soulagé, même si vous le saviez. Et lui, il a été soulagé aussi, parce que enfin, il a compris pourquoi il était différent. Est-ce que les frères et sœurs aussi, ils ont dit oui, en effet, on comprend? Oui. Ça a changé quelque chose? Oui, parce que ils ont compris, mais en même temps, ils ont culpabilisé. Ça a été dur pour eux, parce qu'ils ont culpabilisé par rapport au moment où ils ne supportaient plus. Par rapport au moment où ils ont été jaloux de leur frère, parce qu'ils ont été jaloux de lui. Et ils ont culpabilisé. Donc c'était aussi un moment où il a fallu que je les aide à dépasser ce stade, parce que ce n'est pas de leur faute. Il faut parler aux enfants. La fratrie subit en fait. Sont aussi les aidants de leurs frères ou sœurs autistes. Et ils ont besoin d'être aidés aussi également à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont dépassé tout ça quand même et qu'ils ont bien compris que ce n'était pas de leur faute. Ils sont vraiment des frères aujourd'hui. Alors, il a été à l'école primaire, il a été au collège, c'est-à-dire qu'il a suivi la scolarité comme tous les enfants. Est-ce qu'il réussissait? Comment ça se passait? Il a fait des bonnes notes? Comment ça se passait? Alors, primaire, à part le CP, il a rencontré que des enseignants vraiment extraordinaires. Où ils l'ont accompagné, ils ont vu qu'il avait d'énormes difficultés, qu'il avait quand même des attitudes qui paraissaient un peu bizarres, mais il avait une forte dyslexie, dysorthographie, il était suivi par un orthophoniste, par deux orthophonistes, une orthophoniste pour la dyslexie, la dysorthographie, et une autre pour la dyscalculographie. Et ils l'ont aidé, sauf celle du CP, toutes les autres l'ont vraiment aidé, l'ont vraiment soutenu et ont été bienveillantes. Donc il a eu quand même une scolarité pendant la primaire qui s'est bien passée. La maternelle, il a eu un maintien en maternelle, la dernière année de maternelle, il est resté 2 ans en grande section de maternelle. Okay. Et donc là, il a fini ses études. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Alors après, le collège a été compliqué, il n'avait pas de bonnes notes en français. Pour lui, le français, c'est très compliqué. Mathématiques et physique, il avait d'excellentes notes. C'est génial. Donc aujourd'hui, il travaille ou Non, il ne travaille pas. Il fait une formation à distance parce qu'il a fait 10 ans de repli sur lui, où il a fait une très forte dépression, où ça a été très compliqué. L'extérieur... sortir était vraiment une période très très compliquée où il a fallu mettre sous traitement pour l'aider à
Donc, une fois cette période passée, avec tous les accompagnements qu'on a pu mettre en place, il a accepté de... Alors, ça reste encore compliqué, surtout les transports en commun, mais aujourd'hui, il sort. Il sort. Il peut sortir seul? Ça dépend où. Alors, seul, je lui donne une course à faire. On a des magasins pas loin, donc il va y aller. Mais aujourd'hui, seul, c'est possible. Mais ça a été un très, très long travail. Ok. C'est-à-dire qu'il peut aller acheter du pain, il peut aller acheter quelque chose au bureau de tabac, un truc comme ça. Il y va, il revient, il sait acheter et il revient. Aujourd'hui, oui. En tout cas, bravo. Et je me demande, parce que vous m'avez dit il était bon en mathématiques et autres, est-ce que s'il avait eu quelqu'un qui l'accompagnait individuellement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les progrès ou les assistances qu'on a actuellement en France. Donc, s'il y avait vraiment quelqu'un qui l'accompagnait correctement, il aurait changé et peut-être qu'il serait en milieu du travail. Oui, Okay. sûrement. Et comment vous voyez son avenir? Une fois qu'il aura fini sa formation, je voudrais qu'il entame les stages. Donc, il a une éducatrice à domicile qui vient 4 heures par semaine. Et maintenant, le but, c'est qu'il puisse faire des stages en entreprise. De façon de pouvoir rentrer dans le monde du travail doucement, tranquillement. Il garde encore des rigidités, des peurs, des troubles anxieux, quand même assez importants. Il n'a plus de traitement, mais il a encore besoin de cet accompagnement. Il faut trouver un emploi adapté. Il faut trouver quelque chose qui ne soit pas loin du domicile, de façon qu'il ait le moins d'anxiété possible. D'accord. Et il a le niveau de son autisme, vous pouvez nous en parler? Il est dit aujourd'hui autisme modéré. Modéré, d'accord. Vous comprenez bien que quand on parle des autistes, tous les autistes sont différents, ils n'ont pas les mêmes signes, ils n'ont pas les mêmes capacités. Merci Véronique pour ce partage et on souhaite beaucoup de chance et de courage et on vous souhaite plein de bonheur à toute la famille. Merci. Je voulais aussi vous demander, parce que vous nous avez dit aussi que vous êtes aussi concernée, comment vous avez découvert que vous étiez aussi concernée? Comment vous pouvez nous expliquer? Parce que les gens ne comprennent pas que quelqu'un qui peut dire moi je suis autiste alors qu'il n'y a aucun problème dans tout ce qui est communication, dans le milieu du travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour que les gens qui nous suivent puissent vraiment comprendre ce que c'est l'autisme? Alors, à force de rencontrer des gens formés à l'autisme, des professionnels, souvent on me disait que j'étais aussi dans le spectre, donc le spectre de l'autisme. Donc j'ai fini, il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out sévère au travail et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais jamais tombée aussi bas et il fallait que je comprenne. On me disait que j'étais aussi autiste et qu'il fallait que je me fasse diagnostiquer pour pouvoir avancer. Donc j'ai fini par prendre rendez-vous et comme je suis une femme et que je suis une femme maintenant d'un certain âge, il faut trouver des personnes formées à l'autisme, non seulement bien formées, mais également formées à l'autisme féminin. Parce que arrivé à mon âge, on compense tellement, on masque tellement que on passe inaperçu en fait. Donc j'ai fait ce travail donc il y a 5 ans, j'ai été diagnostiquée et effectivement je suis également dans le spectre, je suis autiste dit léger. D'accord. Donc autisme léger, je voulais savoir, les gens disaient, certains amis ou les gens que vous côtoyez disaient que vous avez le spectre, mais qu'est-ce qui faisait qu'ils pensent à ce que vous soyez c'est des professionnels, donc mes attitudes, ma par façon exemple, d'être, par exemple. où très souvent je réponds à côté.
Ou très souvent je coupe la parole parce qu'en fait j'ai également un TDAH. Bon, je ne suis pas diagnostiquée pour le TDAH, mais ils me disent tous que j'ai un TDAH. Bon, moi je les crois. J'ai aussi beaucoup de problèmes scolaires. J'étais pas dans le moule en fait. Bah, on sait que pour l'autisme, il y a problème de communication, Oui. problème d'interaction sociale, problème de comportement, mais où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Alors, d'un point de vue social, ça a été très compliqué la communication. J'étais une petite fille timide qui n'allait pas vers les autres, qui avait beaucoup de barrières. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée, qui, avec beaucoup de bienveillance, j'avais des résultats scolaires terribles en fait, parce que je suis multi-10. Et donc, mes parents m'ont jamais disputé, m'ont toujours accompagnée, surtout mon papa. Et j'ai pu ainsi passer d'étape en étape. Je suis allée en école privée où ils m'ont inscrite. Et j'ai pu ainsi apprendre beaucoup de choses, notamment la communication. Arriver à dépasser toutes ces barrières que j'avais de communication avec les autres. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai travaillé avec mon frère dans un cabinet d'avocats et parce que j'avais de gros troubles anxieux avec le téléphone notamment. Prendre le téléphone, pour moi, c'était très 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 compliqué. Et petit à petit, à force d'entraînement, à force de faire, j'ai pu dépasser toutes ces barrières. Et l'âge aussi m'a aidé. Le fait d'avoir des enfants aussi m'a aidé. Parce que je ne pouvais pas, avoir des enfants, c'était aussi dépasser ses limites. Voilà. Avoir des enfants, c'est avoir des responsabilités. Vous n'avez jamais eu peur? Vous n'avez jamais eu peut-être se dire, est-ce que je vais y arriver? Si, bien sûr. Ouais. Si, bien sûr. Premier enfant, deuxième enfant, et comment ça s'est passé? Alors, avoir les enfants, ça n'a pas été difficile parce que j'aime les enfants. Et les enfants, c'est le monde, c'est la vie. Donc ça ne me dérangeait pas. Enfin, ce n'était pas un problème. Ce qui était un problème pour moi, surtout au début, ça a été les interactions. Interactions, savoir comment... En fait, interagir avec les enfants. Non pas avec les enfants, mais avec les autres adultes. Avec les autres adultes. Les enseignants, le médecin, oui, les autres adultes. D'accord. Donc, est-ce que vous avez parlé à quel âge? Des parents vous disaient que vous avez parlé à quel âge, par exemple? Est-ce que vous avez eu du retard? Oui, j'ai eu du retard de langage. J'ai fait mon anamnèse, bien sûr. Et l'anamnèse, pour expliquer, c'est le parcours de l'enfant. De tout petit jusqu'à 6 ans, je crois, je ne me souviens plus. Et ma sœur, parce que je suis la dernière d'une famille de 6 enfants, et mes sœurs aînées ont confirmé l'anamnèse avec ma maman, et j'ai parlé à peu près vers 4 ans. Vers 4 ans. Avant, c'était silence. Oui. Donc, c'est-à-dire que même le fait d'avoir les frères et sœurs, ils vous ont aussi aidé. Oui. Aider, parfois taquiner. J'avais très peur des pieds, paraît-il. Des pieds. Je poussais des hurlements dès que je voyais un pied. C'est passé. C'est passé. J'allais cacher les miens. Non, il n'y a pas besoin. Mais alors, apparemment, quand j'étais dans ma poussette ou mes sœurs et frères me montraient leurs pieds et j'hurlais forcément, j'avais très peur des pieds. Oh, ça, c'est une forme d'anxiété que je ne connaissais pas. Moi non plus. Voilà, c'est ce qu'on m'a raconté, je ne m'en souviens pas. Mais vous dormiez bien, la maman, qu'est-ce que votre maman vous disait? Vous dormiez bien? Comment ça se passait l'enfance? Alors j'avais des routines. J'avais besoin d'un oreiller bien spécifique qui était rangé à la même place tous les soirs. Enfin, tous les matins, je le rangeais à la place et le soir, je le prenais. Je ne pouvais pas dormir sans cet oreiller. C'est comme un doudou. C'était comme un doudou? Oui, comme un doudou. Et j'avais besoin de lui pour m'allonger en fait. Je pouvais dormir n'importe où, mais il me fallait cet oreiller.
D'accord. Donc, dans tout ça, donc, on comprend bien qu'il y a des problèmes de communication. Est-ce que côté sensoriel, qu'est-ce que vous avez eu, même aujourd'hui peut-être? Alors, il y a des côtés sensoriels qui restent, hein. Il y a des choses que je ne peux pas toucher. Le bois, s'il n'est pas verni, s'il est brut, je ne peux pas le toucher. C'est horrible. C'est horrible. D'accord. Hier, j'ai eu, par exemple, j'ai pris un jus de mangue et la texture, j'ai pas pu le boire à cause de la texture. C'était quoi? Il y avait des bouts. C'est comme quelque chose quand il y a des grumeaux, par exemple? Oui, voilà. Donc, vous pouvez... Il y a des textures encore qui sont très compliquées, des touchés qui sont encore très compliqués. Et d'autres, c'est très intéressant ce que vous dites parce que les gens qui nous écoutent, ils vont comprendre aussi les enfants qui n'aiment pas toucher, qui n'aiment pas boire, qui n'aiment pas manger tel aliment. Est-ce que la texture, par exemple, comme vous dites ça, est-ce que c'est le goût, comment vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent? C'est pas le goût, c'est la texture. C'est la texture. C'est pas, donc, la bouillie, par exemple, ici... Si c'est pas lisse, je peux pas. Il faut que ce soit lisse. Si c'est, par exemple, du Fanta, de l'eau, là, ça passe. Mais... Non, parce que les bulles passent pas. Je supporte pas les bulles passent. Et pourtant, Fanta, c'est lisse, mais il y a des bulles, donc oui, ça passe pas. Oui. D'accord, donc toute boisson, il y a des bulles, ça va pas. Champagne, ça peut pas passer. Alors, le champagne, ça passe. Depuis pas longtemps, mais ça passe. Ah oui. Parce que, en fait, je suis quelqu'un quand même qui est curieux et j'aime découvrir. Il y a des choses qui ne passent vraiment pas. Mais le champagne, ça passe. Il n'y a pas trop de bulles dans le champagne, il y en a moins. Champagne. Et vous pouvez aussi attendre que les bulles... Oui, alors au début, je retirais les bulles. Les bulles avec un petit... Oui, puis je me suis rendu compte que ça ne se faisait pas en société. Donc vous avez fait l'effort. Oui. Alors ça, je reviens là où vous disiez que les femmes ou les filles prennent sur elles pour passer vraiment comme tout le monde et cacher leurs problèmes. Par exemple, vous dites, j'ai arrêté d'enlever les bulles parce que ça ne se fait pas dans la société. Même si ça ne vous plaisait pas, vous dites, oh, j'arrête. C'est ça, je pense. Là, oui, j'ai pu le faire, mais pas surtout. Par exemple, hier soir, j'ai pas pu boire mon jus de mangue. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Il y a des choses qui, vraiment, c'est impossible. Parce que c'est... OK. Et là, c'est côté boisson, côté aliment, alors, qu'est-ce qui vous gêne? Parce que... Côté aliment, ça va. Alors, j'ai beaucoup moins de barrières que je pouvais en avoir quand j'étais petite et même plus. Quand j'étais enfant, je mangeais quasiment rien. J'étais très très sélective. C'était vraiment très compliqué de me nourrir. Pour mes parents, je pense que maman s'est vraiment tiré les cheveux, comme on dit, pour arriver à m'alimenter. Le médecin a fini par lui dire de me laisser manger ce que je voulais, même si c'était pas équilibré, mais au moins que je mange. Et parce que j'étais maigre, en fait, j'étais très très maigre. Et bon, je me suis bien rattrapée. Mais j'avais énormément de barrières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais comment alors vous avez appris à manger? Parce que c'est compliqué. Nous, ici, à Autisme Rwanda, nous avons des enfants très jeunes, on se bat pour qu'ils puissent manger. On introduit petit à petit d'autres sortes d'alimentation. Alors, vous, comment vous avez pu vraiment manger plusieurs sortes de nourriture? Parce que même si je pense que vous ne mangez pas tout. Non, je ne mange pas tout. Je pense que mes parents ont fait comme ça pour introduire petit à petit de l'alimentation. Mais j'avais quand même, je mangeais vraiment très peu et uniquement ce que j'aimais. Jusqu'à que je sois plus grande. Et quand j'ai eu mes enfants, c'était important pour moi qu'ils aient une alimentation équilibrée également. Donc j'ai fait attention. Raphaël garde encore beaucoup de routine alimentaire, mais il mange quand même bien. Bien, d'accord. Ouais. Et son assiette, elle est rangée. Il ne faut surtout pas toucher à son assiette, elle est vraiment rangée. Mais je laisse se servir comme il veut. Et comme j'ai introduit petit à petit les aliments, ça n'a pas été... Il a surtout des problèmes de texture, en fait. D'accord. Il faut faire d'une certaine manière pour qu'il mange.
Souvent, on dit que le contact oculaire est très, très important et que c'est difficile pour des personnes autistes. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, parce que en fait, la texture et je tombe. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des vertiges quand, par exemple, vous ne pouvez pas aller faire des randonnées dans les montagnes. Non, parce Non. que en fait, ça tourne autour de moi. Ah, d'accord. J'ai plus, comment dire, j'ai plus la notion. Alors, je sais que mes pieds sont par terre, je vois le sol. Euh, Certaines personnes pourraient penser que le vertige attire, mais moi, ça m'attire pas du tout. Ça me fait fuir dans l'autre sens. Dans l'autre sens, d'accord. Et en fait, je tombe. Si je touche pas le sol, je me mets par terre. Hein. Ça pourrait être considéré comme un trouble du comportement, mais non. J'ai besoin de toucher le sol pour retrouver mon équilibre. D'accord. Parce que j'ai vu ça quand on se promenait. Et je me suis dit, je vais poser la question pour savoir. Et ici, partout où on va, parce que c'est les collines, on monte, on descend, on monte. Quelle sensation ça vous fait? En voiture, je regarde pas. D'accord, vous regardez devant. Ouais, devant où je regarde là où il y a le sol. Je peux, enfin, j'ai ma manière à moi de compenser et de pouvoir m'autoréguler en permanence en fait. Donc du coup, le fait de regarder dans l'autre sens, je pense pas à ce qui est derrière, je le vois pas en fait, parce que tout passe par le regard. Donc comme je le vois pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai une question. Des fois ici, dans notre société rwandaise, nous avons les adultes qui savent bien qu'ils ont des troubles autistiques, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur des réactions, des jugements des autres. Et ce que je comprends, parce que les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est l'autisme peuvent juger très facilement, ce qui est très vexant. Comment avez-vous vécu ça? Est-ce qu'il y a eu de jugements, il y a eu de préjugés dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En France, ça existe aussi en fait. Beaucoup de personnes ne disent pas qu'elles sont autistes. Pareil, toujours pareil pour le peur du jugement. Alors moi, ça dépend. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. Mais il faut pas avoir peur du jugement parce que c'est nous, c'est notre être, c'est notre différence et c'est ce qui fait aussi la richesse. Quand je me sens vraiment confiant, je le dis, mais je le dis de plus en plus en fait aujourd'hui. On sait bien que dans le monde, beaucoup de personnes qui ont découvert des choses, qui ont des scientifiques et autres, sont des autistes, des Asperger. Et eux n'ont pas honte de le dire, parce qu'ils sont très doués, dans tel domaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être que vous aussi, vous êtes Asperger. Je suis Asperger, oui. Et qu'est-ce que... vous pouvez définir ce que c'est Asperger pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, être Asperger, c'est pas forcément être un génie non plus. Hein. La majorité des personnes avec Asperger sont des personnes qui vont souvent avoir des problèmes d'interaction sociale. Par moment où elles ne peuvent pas interagir avec les personnes ou avec qui elles sont, c'est pas la faute des personnes, c'est juste qu'à un moment on peut plus parce que il y a trop d'émotions en fait qu'on ne peut plus gérer. Il y a trop d'interactions autour qui sont plus possibles de gérer. Et puis il y a aussi la fatigabilité qui rentre en compte. Donc ça va être surtout les interactions sociales et puis des troubles sensoriels en fait. Ça va être surtout ça. On dit souvent que les personnes autistes, surtout les adultes, ils sont beaucoup touchés par la dépression. Oui. C'est dû à quoi? À l'incompréhension, au jugement des autres, à la société qui les rejette finalement parce que on pense qu'une personne avec autisme n'a pas la capacité, n'a pas la compétence, alors que tous les enfants autistes, même les autres enfants autistes sévères, ont des compétences, ont des capacités et peuvent travailler. Merci beaucoup de ce partage. Je pense que moi, je suis très émue d'entendre tout ça parce qu'on ne se rend pas compte, les gens qui jugent sans savoir comment qui est la personne, sans connaître la personne.
Je pense que ça, c'est une leçon pour nous tous, pour qu'on puisse le respect de l'autre avec nos différences. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à Autisme Rwanda de tout ce que vous faites parce que c'est magnifique. Merci, merci. Et comment, qu'est-ce que vous pouvez dire en disant la vérité, ce que vous avez vu ici à Autisme Rwanda? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Est-ce que c'est la même chose qu'en France? Est-ce que... Alors, non, c'est pas la même chose qu'en France. Moi, ce que je vois ici, c'est toute la bienveillance qui peut exister. Alors, j'ai pas vu encore les écoles dites normales, mais ici, au Autisme Rwanda, les enfants, ils jouent, ils s'amusent, ils vivent. Alors, en France aussi, bien sûr. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des professionnels qui sont vraiment formés à l'autisme. Et en France, malheureusement, tous les enseignants ne le sont pas. Et on manque cruellement d'enseignants et de professionnels formés à l'autisme, selon les recommandations de bonne pratique. Parce que c'est ce qui manque beaucoup en France. Les enfants avec autisme sont souvent rejetés, surtout avec des troubles du comportement. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des enfants avec des troubles du comportement qui sont avec tous les autres. Et ça, ben, c'est important. Malheureusement, dans les instituts, dans les écoles, les enfants avec des gros troubles du comportement ont 1 heure d'école, par exemple, par semaine, ou 2 heures. Ce qui n'existe pas, ce que je ne vois pas ici. Les enfants sont inclus. Oui, oui, c'est vrai. Merci, merci beaucoup Véronique de ce partage. Merci de nous avoir suivis. Merci. Au revoir.